Nous sommes ici devant le couvent de la Tourette qui a été réalisé à la fin des années 50 par Le Corbusier. Et le couvent de la Tourette est un des 5 sites des utopies réalisées en région lyonnaise. Avec la Cité des États-Unis de Tony Garnier, réalisée entre les années 20 et le début des années 30, la Cité des gratte-ciel de Villeurbanne conçue par Maurice Leroux, également inaugurée en partie dès 1934. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, le site Le Corbusier de Firminy-Vert, qui est au sein d'un grand ensemble. Et puis, dans les années 70, et qui correspond déjà à une forme de contestation de ce qu'est l'architecture moderne, la Cité des Étoiles de Givors, qui a été réalisée par Jean Renaudy. Alors, qu'est-ce qu'on entend par utopie réalisée? Il s'agit en fait d'une double utopie. Utopie d'abord d'un langage architectural radicalement différent de ce que l'on a pu connaître dans les décennies, dans les siècles précédents. C'est d'abord le refus des styles. Il n'y a plus de référence au passé, il n'y a plus de référence non plus au style traditionnel et à l'architecture traditionnelle. Tout cela est remplacé par des formes géométriques simples, pures, des toits-terrasses, par la suppression également du décor, la suppression du toit en pente, et le signe le plus fort peut-être du mouvement moderne, et ce remplacement par le toit-terrasse, va dans le sens de la création de cette architecture de type universel. Alors pourquoi cette architecture? Eh bien parce que ces architectes sont convaincus qu'il faut industrialiser le bâtiment et que ces formes simples leur apparaissent comme étant plus faciles à réaliser en béton, en métal, que des formes complexes avec des ornements. Et puis on se situe aussi, et c'est un point extrêmement important, après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire après le choc qui a été provoqué par les nationalismes exacerbés et l'invention d'un langage qui se veut universel, c'est-à-dire qui soit au-delà des styles, au-delà des cultures, au-delà des religions, au-delà des races également, est une des ambitions de ces architectes. Avoir un langage qui puisse être un lien commun entre les différentes nations. Alors, utopie donc d'un langage architectural qui est en rupture radicale, mais qui est, et c'est là peut-être le point le plus important, qui est au service d'un projet de société. L'idée de ces architectes est que l'architecture et l'urbanisme peuvent transformer radicalement les conditions de vie de leurs contemporains. Pour bien comprendre d'ailleurs la radicalité de ces propositions, que ce soit plastique ou sociétale, il faut se remémorer ce qu'étaient les conditions d'habitat de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents au début du XXe siècle. L'état du logement en France est tel au début du XXe siècle que la France est un des pays au monde où le taux de mortalité est parmi les plus élevés. Et cela est dû d'abord à une carence en logement, carence endémique qui remonte largement au XIXe siècle. Aucun gouvernement au XIXe et au XXe siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ne prend en question vraiment ce problème de l'habitat du plus grand nombre, pour ne pas parler d'habitat social, et la question de la ville contemporaine. Et également, c'est une question d'insalubrité. Et donc, les propositions du mouvement moderne, tant sur le plan plastique que sur le plan du projet de société, sont une réponse à ces conditions effroyables du début du XXe siècle. Aujourd'hui, quelques décennies après l'achèvement de ces utopies réalisées, les réactions des habitants ou de ceux qui viennent voir ces bâtiments sont assez contrastées. Je pense qu'il reste encore aujourd'hui une certaine appréhension par rapport à cette architecture moderne, qui est une architecture qui a été pensée de manière un peu globale, un peu totalitaire, au sens où on a pensé la totalité des problèmes qu'elle devait résoudre, sans demander d'ailleurs l'avis aux futurs habitants, parce que la question de la concertation avec les futurs habitants n'était pas imaginable à cette époque. Les gens qui ensuite sont entrés dans ces bâtiments
ont eu là un gain de confort considérable, mais se sont trouvés face à des solutions spatiales, distributives, de prise de lumière, etc., qui n'étaient pas forcément celles qu'ils attendaient. Et donc, habiter ces utopies réalisées suppose d'une certaine façon une adhésion au projet, parce qu'il y a là souvent un mode de vie qui est différent. Les changements qui ont eu lieu tiennent aux modifications dans les modes de vie que nous avons. Les familles, aujourd'hui, ont considérablement évolué par rapport à ce que c'était il y a 50 ou 80 ans. Aujourd'hui, on a des familles reconstituées, on a des familles éclatées. Et donc, par rapport à la cellule familiale d'origine, il y a des besoins qui sont différents. Il y a des besoins aussi pour les enfants qui demandent plus d'indépendance plus rapidement à l'intérieur des logements. Ces cités des utopies réalisées ont été construites dans un souci d'allier l'individuel et le collectif, de réaliser presque des cités qui seraient presque un peu autonomes, presque autarciques. Le modèle étant le paquebot, le phalanstère ou même le couvent, comme le couvent de la Tourette. Avoir à la fois que chacun ait son espace privé, mais aussi dispose au pied de l'immeuble ou à côté de l'immeuble de commerce, de services de proximité, de services culturels, etc. Et ces cités ont plutôt bien fonctionné de cette façon-là. Mais la société a considérablement évolué vers un plus grand individualisme. L'automobile aussi fait qu'on hésite moins à sortir de la cité pour aller faire ses courses ailleurs. On peut comprendre aujourd'hui qu'un certain nombre de personnes, et notamment de personnes peut-être un peu plus âgées, qui ont connu ces cités à leur début, regrettent un petit peu cette époque qui était peut-être plus solidaire, où les gens se connaissaient un petit peu mieux. Mais ça vient essentiellement du changement de la société plutôt que du projet architectural. Puis, il y a aussi d'autres enjeux majeurs aujourd'hui à relever par les architectes, les urbanistes, mais aussi par les politiques. C'est celui, je dirais, du grignotage du territoire. Depuis 2007, plus de 50% de la population mondiale vit en ville. Ça signifie que la ville gagne du terrain et que les sols naturels disparaissent de plus en plus. Il y a un autre enjeu qui est celui aussi de l'énergie. Quand on sait qu'en France, plus de 40% de l'énergie est consacrée au bâtiment, à sa production, mais aussi à sa gestion au quotidien. Donc il y a là un territoire important de lutte contre le gaspillage de l'énergie. Et ça, c'est un enjeu majeur pour les architectes à trouver des solutions performantes tout en conservant bien sûr une qualité d'habitat. En revanche, sur le plan de l'écriture architecturale, il ne s'agit plus de répondre à ces enjeux par un seul type d'architecture, d'inventer une nouvelle architecture. Il s'agit au contraire de répondre par une diversité de réponses, d'adapter les réponses à des contextes locaux, géographiques. Et aujourd'hui, on relèvera ces défis, il faut les relever, mais pas avec une seule solution, pas avec un seul type d'architecture comme il y a 50 ans, mais avec une diversité de réponses.